Ce matin-là, je n'avais plus rien à perdre, rien, sauf peut-être ma dernière chance d'exister. Un banc froid, un café tiède et ce silence si dense qu'il en devenait assourdissant. Je m'étais assise sans y penser, mais lui, il était déjà là, un livre entre les mains, mon livre préféré. Ce détail m'a glacé et ce regard qu'il m'a lancé, comme s'il me connaissait, comme s'il savait. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point d'écrire l'histoire la plus folle et la plus vraie de toute ma vie. Je m'appelle Élise Duval et pendant longtemps, je n'ai été que l'ombre de moi-même. Autrefois, j'écrivais des romans, des histoires de vie, parfois vraies, parfois inventées, souvent un mélange des deux. Mais depuis la nuit du 24 novembre 2023, tout a changé. Ce soir-là, mon mari, Paul, a quitté la maison pour aller chercher une bouteille de vin et il n'est jamais revenu. Un accident, c'est ce que la police a dit. Un chauffard, aucun témoin, aucune caméra de surveillance, rien. Juste des lumières de frein, un choc brutal, et puis le silence. J'ai voulu croire que c'était une erreur, que ce n'était pas lui, que quelqu'un allait appeler, me dire que tout allait bien. Mais c'était bien lui. Le corps, le portefeuille, l'alliance. Je me souviens du froid dans la salle d'identification, du bruit du néon, du parfum de la mort et du vide dans mon ventre. Je me suis tue, j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de parler, je ne sortais plus, je n'ouvrais plus les rideaux. Montmartre, qui était autrefois mon refuge de lumière, était devenu un labyrinthe gris. Les gens me parlaient encore, au début, mais ils ont vite cessé. On ne sait jamais quoi dire à une veuve, surtout quand elle continue de parler de l'absent au présent. Et pourtant, je continuais à écrire, mais plus pour être lue, juste pour respirer. J'ai noirci des carnets, des fragments, des mots éclatés, des souvenirs dont je doutais déjà. Un jour, j'ai rassemblé mes notes et j'ai écrit un manuscrit. Mon histoire, la sienne, la nôtre. C'était cru, intime, véritable. Je n'ai rien adouci. J'ai envoyé ce texte à plusieurs maisons d'édition. Je n'espérais rien, mais j'avais besoin de l'envoyer, comme on jette une bouteille à la mer pour ne pas couler avec. 3 mois plus tard, j'ai reçu un mail, un refus, sec, tranchant, presque violent. L'expéditeur Les Éditions Mérisy, une maison prestigieuse, mais le ton du message m'a brisé. Votre manuscrit ne correspond à aucun de nos critères éditoriaux. Il présente des incohérences, des détails troublants et une tonalité trop instable. J'ai relu cette phrase 100 fois. Des incohérences, des détails troublants. Je connaissais chaque mot de mon livre. Je l'avais vécu. Alors pourquoi troublant? Je n'ai pas répondu. Je n'ai plus jamais réécrit. Pendant plus d'1 an. Je vivais dans un 2 pièces modeste, rue Gabriel, avec vue sur les toits, mais je ne regardais plus le ciel. Je descendais juste pour le strict nécessaire, un café, un pain, du lait. Et puis je remontais, me repliais. Les jours étaient identiques, comme des pages blanches que je n'avais plus la force de noircir. Je me sentais comme une coquille, vide, creuse, résonnante. Chaque bruit dans la rue, chaque chanson dans un taxi me ramenait à lui, à Paul, à sa voix, à son rire. Même sa brosse à dents, je n'avais pas eu le cœur de la jeter. Alors ce matin-là, le 2 février 2025, je me suis levée sans raison particulière. Peut-être que le soleil filtrait à travers les rideaux, peut-être qu'un rêve m'avait poussé dehors, je ne sais pas. J'ai mis mon manteau, celui qu'il m'avait offert, et je suis descendue acheter un café. Sur le chemin, j'ai eu envie de m'asseoir, pas pour réfléchir, pas pour écrire, juste m'asseoir. Un banc en bois usé face au Sacré-Cœur. Je m'y suis posée, mon café fumé, et moi, je regardais les passants. C'est là que je l'ai vu. Un homme, déjà installé, silencieux, un livre entre les mains. Je ne voulais pas le déranger, mais mes yeux ont glissé vers la couverture de son livre, La promesse de l'aube. Mon cœur a raté un battement. Ce roman, c'était celui que Paul m'avait lu la veille de notre mariage. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit, c'est un livre magnifique. Il a levé les yeux vers moi et m'a souri. Un sourire étrange, pas moqueur, pas amical non plus. Un sourire comme s'il m'attendait. Il a répondu, certains livres arrivent dans notre vie quand on est enfin prêt à les comprendre. J'ai frissonné, peut-être à cause du vent ou de ses mots. Il a refermé le livre
et m'a tendu un petit papier plié. Avant que je puisse dire un mot, il s'est levé et il est parti, sans se retourner. Je suis restée là, le billet dans la main, le cœur tambourinant. Je l'ai déplié, une adresse, un nom, une heure. Bar Saturne, 19h. Et en bas, une phrase, griffonnée à la main. Ce n'est pas ton histoire, mais c'est toi qui dois l'écrire. Je suis restée assise longtemps, le billet entre les doigts, le café était froid, mais je ne le sentais plus. Mes yeux fixaient ces mots. Bar Saturne, 19h. Ce n'est pas ton histoire, mais c'est toi qui dois l'écrire. Qui était cet homme? Pourquoi ce livre? Pourquoi moi? Je n'avais parlé à personne de mon manuscrit, encore moins de son inspiration, encore moins de Paul, et encore moins de la promesse de l'aube. Ce livre, c'était notre fil rouge, notre refuge, notre dernière nuit à deux. Je suis rentrée, le billet serré contre ma paume, comme une amulette. Je n'ai rien fait d'autre de la journée. Pas mangé, pas lu, pas écrit. Je tournais en rond, je regardais l'heure, je me demandais si j'allais y aller, si c'était une mauvaise blague, un piège, une folie. Et pourtant, à 18h30, je me suis habillée, pas comme pour une sortie, mais comme pour une réponse, comme si je devais être prête pour quelque chose. Le bar Saturne se trouvait dans une ruelle derrière le cimetière du Montmartre. Je n'y étais jamais allée. Quand je suis arrivée, le ciel était d'un bleu presque noir, la lune s'était levée tôt, et les lampadaires jetaient une lumière jaune sur les pavés. Le bar était discret, une vitrine sans nom, à peine éclairée, mais je l'ai reconnu immédiatement, comme si je l'avais déjà vu, dans un rêve ou un souvenir déformé. Je suis entrée, il n'y avait presque personne. Un serveur m'a regardée, sans dire un mot. Puis il a pointé du menton vers le fond de la salle. Il était là, assis, à la même place, comme s'il n'avait jamais bougé du banc. Il m'a invité d'un geste à m'asseoir. Je l'ai fait, silencieusement. Il n'y avait pas de menu, pas de musique, juste ce calme étrange. Il a parlé le premier. Tu ne me reconnais pas, mais moi, je te connais, et je connais ton manuscrit. J'ai eu un frisson. Il a sorti un dossier, épais, usé. Il me l'a tendu. À l'intérieur, des feuilles imprimées, les miennes, mon manuscrit, page après page, avec des annotations, des surlignages et des photos. La première m'a glacée. Paul, dans une rue, 2 heures avant sa mort. Sur la photo, il parlait à un homme, grand, manteau sombre, chapeau bas. L'image était floue, mais l'ambiance était lourde, chargée. Je n'avais jamais vu cette photo. Il a pointé du doigt le visage de l'inconnu. C'est lui qui l'a piégé, et c'est toi qui l'as écrit, avant même de savoir. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas possible. Vous vous trompez. Ce livre, je l'ai écrit à partir de mes souvenirs, de ma douleur. Il a souri, tristement. Tu crois ça? Mais ce que tu ignores, c'est que certaines histoires cherchent leur auteur. Il a bu une gorgée de vin. Ton manuscrit contient des détails qui n'étaient reconnus que d'une poignée de personnes, des phrases, des lieux, des conversations que tu n'as pas pu inventer, à moins qu'on te les ait transmis par d'autres moyens. Mon souffle s'est coupé. Je me suis levée, j'ai voulu partir. Il m'a retenue d'un regard. Écoute-moi bien, Élise, tu es au bord de quelque chose. Tu peux fuir, fermer ce livre, oublier, ou tu peux plonger, écrire et peut-être comprendre. Il a glissé un nouveau billet sur la table. Cette fois, ce n'était pas une adresse, mais une date et un titre. 14 février, le dernier jour, le seul chapitre manquant. Je l'ai regardé, sans comprendre. Il a ajouté à voix basse. Ce jour-là, Paul a laissé un message, mais il n'est jamais arrivé. Je suis restée figée, il s'est levé et a quitté la pièce. Je suis restée seule, avec ce dossier entre les mains, et la sensation que ma réalité venait de se fissurer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai laissé le dossier sur la table de la cuisine. Mais ces images étaient dans mon esprit, fixées comme des cicatrices. Le visage de Paul, le regard, la silhouette de cet inconnu. Et cette phrase, ce jour-là, Paul a laissé un message. Je suis restée assise, le cœur battant trop fort, à relire les notes sur mon manuscrit. Surligné, encadré, comment un inconnu avait-il eu accès à tout cela? Et surtout, comment connaissait-il les mots exacts que j'avais écrits en secret, seule dans ma chambre? Le lendemain, j'ai décidé d'agir.
Pas pour lui, pas pour ce bar étrange, mais pour moi. J'ai repris un cahier et j'ai commencé à écrire. Pas un nouveau roman, pas encore, mais des questions. Qui est cet homme? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce manuscrit? Et qu'ai-je oublié? Car c'était cela, au fond, une sensation obsédante, comme un morceau manquant dans ma mémoire. Un bruit de verre brisé, une image brouillée, quelque chose que je n'arrivais pas à attraper. Je suis allée voir ma voisine. Elle avait gardé les affaires de Paul, le temps que je sois prête. Je lui ai demandé s'il restait quelque chose. Elle m'a donné une boîte, grise, métallique, lourde. À l'intérieur, des carnets, des clés USB, des papiers griffonnés, des tickets de métro, des plans. Et une lettre, non ouverte, à mon nom, Élise, écrite de sa main. J'ai déchiré l'enveloppe, mes doigts tremblaient. La lettre ne faisait que quelques lignes. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose ne va pas. Tu dois savoir, je t'ai protégé. Mais certaines vérités ne se laissent pas effacer. Ne fais confiance à personne, même pas à tes souvenirs. Commence par le café. Le café. Lequel? Celui du matin, celui du bar Saturne. Ou un autre. Je suis restée figée. Ce n'était pas un message d'adieu, c'était un avertissement. Et il était clair, trop clair. J'ai fouillé dans la boîte. Sur une des clés USB, un fichier nommé Café de la faim. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur. Un enregistrement audio, 2 minutes et 48 secondes. La voix de Paul, fatiguée, basse, mais reconnaissable. Élise, je crois qu'on m'observe, ils savent ce que j'ai trouvé. Les livres, les récits, les souvenirs partagés, tout est connecté. Ils utilisent les écrivains pour tester des réalités, pour modifier le récit. Si tu trouves ça, continue, écris, mais cache ce que tu sais. J'ai arrêté la lecture, le souffle coupé. Qui était-il et comment Paul avait-il sué? Modifie le récit, test de réalité. Je me suis levée, j'ai quitté l'appartement, sans manteau, sans sac. Je devais marcher, respirer. Mais dans la rue, j'ai senti une présence. Quelqu'un me suivait. Je me suis arrêtée brusquement. Rien, personne. Je suis repartie. Plus vite. Au coin de la rue, une silhouette m'attendait. Grand manteau, chapeau bas. L'homme de la photo, celui avec Paul. Je me suis figée, il a souri et a disparu dans la ruelle. Je me suis précipitée, mais il n'y avait plus personne. Le sol était mouillé, aucune trace. Je suis rentrée en courant, j'ai claqué la porte, fermé tous les verrous. Je suis restée contre la porte, le cœur battant à m'en faire éclater la poitrine. Quelque chose se passait et j'étais au centre. Pas par hasard, mais parce que je savais, même sans m'en souvenir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose ou quelqu'un me manipulait. Et cette phrase « Ne fais confiance à personne, même pas à tes souvenirs » me tournait dans la tête comme une prière empoisonnée. Le lendemain, j'ai repris mon manuscrit, je l'ai relu, du début à la fin. Quelque chose m'a frappé, à la page 83. Une scène que je croyais inventée. Un dialogue entre 2 personnages secondaires. Une femme perdue et un homme à la voix grave qui lui parlait dans un café désert. Les mots, le rythme, l'ambiance. Tout correspondait à ma rencontre au bar Saturne. Mais j'avais écrit cela des mois avant même de connaître l'existence de ce lieu. J'ai pris mon carnet. J'ai noté tous les passages du manuscrit qui semblaient ne pas venir de moi. Des phrases trop précises. Des lieux que je n'avais jamais visités. Des sensations que je ne pouvais pas avoir inventées. Et plus j'écrivais, plus la liste s'allongeait. Alors j'ai décidé d'aller vérifier. J'ai repris la photo de Paul, le lieu où il parlait à l'inconnu. Il y avait un panneau en arrière-plan, presque effacé. Mais on distinguait Galerie du Temps Croisé. J'ai cherché... Elle existait, rue Lamarck, à 5 minutes de chez moi. Je m'y suis rendue, la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme d'un certain âge, en train de ranger des cadres. Je me suis présentée, je lui ai montré la photo. Il l'a fixée, longtemps, puis m'a regardée et m'a dit « Je me souviens, ce jour-là, le jeune homme est resté longtemps devant une toile. Il pleurait, il parlait seul, comme s'il écrivait dans sa tête. » Je lui ai demandé quelle toile. Il m'a désigné un cadre, une peinture abstraite, bleue, blanche, avec des éclats dorés. Je m'en suis approchée, et là, j'ai eu une sensation étrange, une décharge dans le ventre, comme une reconnexion.
J'ai murmuré, sans y penser, c'est ici qu'il a compris. Le galeriste m'a regardé, surpris, puis il a ajouté. Il a laissé un mot, je ne savais pas à qui l'envoyer, mais je l'ai gardé. Il est allé derrière le comptoir, a sorti une enveloppe jaunie. Mon nom, encore, écrit à la main. Je l'ai ouverte. Un seul feuillet, avec ces mots. Élise, tu ne rêves pas. Ils injectent des souvenirs par les mots, par les phrases, et les écrivains, comme toi, en sont les canaux. J'ai failli tomber, le sol se dérobait. Ce n'était plus une métaphore, plus une image, mais une réalité effrayante. Quelque chose, utilisait mes textes pour tester des vérités parallèles, des versions de vie, des récits insérés dans d'autres. Et Paul l'avait compris, trop tard. Je suis sortie de la galerie, tremblante. J'ai voulu respirer. Mais dans la rue, ils étaient là, 2 hommes, silhouettes noires, sans visage identifiable. Ils m'ont fixé. Puis l'un d'eux a dit « Vous n'auriez pas dû rouvrir le dossier. Ce n'était pas prévu. » Je me suis figée. Il a tendu la main « Donnez-nous le manuscrit et tout s'arrêtera. » Mais je ne l'avais pas sur moi et je n'avais aucune intention de leur céder. Je suis partie en courant. Montmartre n'a jamais semblé aussi vaste. Et pourtant, chaque ruelle devenait un piège, chaque regard, une menace. J'ai rejoint mon appartement, essoufflée, épuisée, mais déterminée. Je savais désormais, ce n'était pas moi qui avais écrit cette histoire. C'était l'histoire qui m'avait écrite. Je savais qu'il reviendrait. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Alors j'ai agi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai repris le contrôle, ou du moins, j'ai essayé. Je me suis enfermée chez moi, téléphone coupé, rideau tiré, et j'ai écrit. Pas pour moi, pas pour publier, mais pour me souvenir, pour retrouver ce qui avait été volé, injecté, falsifié. Je me suis servi de mon propre manuscrit comme d'un fil conducteur. J'ai analysé chaque passage, chaque mot, chaque construction de phrase. Et j'ai découvert une chose terrifiante. Des structures récurrentes, des séquences, des motifs narratifs qui se répétaient. Exactement tous les 4916 mots. C'était trop précis pour être accidentel. C'était un code, une structure cachée, comme un algorithme dissimulé dans la narration. Et soudain, tout s'est éclairé. Paul n'était pas juste mort par accident. Il avait découvert ce système, ce modèle, ce réseau d'histoires construites pour influencer, orienter, altérer la mémoire collective. Et moi, j'en étais devenue l'une des sources, pas par choix, mais parce que je suis une écrivaine, une conteuse, et que mes mots, par leur nature même, ont ce pouvoir. J'ai compris, je devais inverser le flux, utiliser ma plume non plus comme un outil de transmission, mais comme une arme, un filtre. J'ai commencé à écrire un nouveau manuscrit. Titre La vérité est un roman oublié. Ce titre m'est venu comme un souffle intérieur. Il m'a transpercé. Et j'ai écrit, jour et nuit, sans relâche. Chaque ligne était un acte de résistance. Chaque phrase, un contre-signal, un antidote. J'ai glissé dans ce texte tous les indices que Paul avait laissés, toutes les incohérences repérées, toutes les phrases récurrentes neutralisées par d'autres, aux structures inversées. Je réécrivais la structure même de la manipulation. Et plus j'écrivais, plus les souvenirs revenaient. Des images, des voix, des morceaux de conversation oubliés depuis des années. Je me revoyais, enfant, dans une pièce que je ne reconnaissais pas, une pièce blanche, avec des micros, et des voix qui me demandèrent de répéter des phrases, encore et encore. Je comprenais, j'avais été conditionnée, depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Ce n'était pas qu'une histoire, c'était une expérience, et j'en étais le noyau. À mesure que le manuscrit avançait, je sentais que quelque chose changeait. Le monde autour de moi semblait vibrer différemment. Les gens dans la rue avaient un regard plus flou. Les sons étaient décalés, comme si l'histoire que j'écrivais réécrivait la réalité elle-même. Et puis, ce soir-là, le 13 février, on a frappé à ma porte. 3 coups, lents, mesurés. Et j'ai ouvert. Il était là, l'homme du banc, celui du bar Saturne. Mais cette fois, il avait l'air différent, fatigué, usé. Il m'a dit, vous avez presque terminé. Mais sachez ceci, ce que vous écrivez maintenant ne pourra plus être défait, c'est la dernière version. Je l'ai fixé. Il a ajouté, demain est le point de bascule, le 14 février, le jour où Paul aurait dû vous remettre la vérité.
Vous devez finir avant minuit. Puis il a reculé, et il a disparu, encore une fois, sans bruit, comme un rêve qui s'éteint. Je me suis remise à écrire, avec l'urgence du cœur, avec la rage du souvenir, avec l'amour de Paul comme guide. Et à 23h58, j'ai tapé le dernier mot. Fin. Je me suis effondrée sur mon lit, épuisée, vidée, le souffle court, les mains encore tremblantes. La pièce était silencieuse, trop silencieuse comme si le monde avait retenu son souffle avec moi. Puis tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus chez moi. Un plafond blanc, des néons, le bourdonnement d'une machine et l'odeur désinfectante. Un hôpital ou plutôt un service psychiatrique? Une infirmière m'a souri doucement comme à une patiente fragile. Elle m'a dit « Vous avez été retrouvée dans la rue en état de choc déshydraté. Vous murmuriez des phrases sans suite. Je voulais parler, demander où est mon manuscrit, où sont mes notes, mais ma voix ne sortait pas. » Elle a ajouté « Ne vous inquiétez pas. Votre sac était avec vous? Tout est en sécurité. » Le sac, je l'ai ouvert fébrilement. À l'intérieur, un livre, mon livre, relié, publié, imprimé. Sur la couverture, le titre « La vérité est un roman oublié ». En dessous, mon nom, Élise Duval. Et à l'intérieur, en première page, une dédicace manuscrite pas de moi. Elle disait « Tu as choisi la version où tu survis. » J'ai pleuré en silence. Je ne savais pas ce qui était vrai ou faux, ce qui avait été rêvé ou vécu, mais ce livre était là, matériel, réel, tangible. Et dans les jours suivants, j'ai découvert d'autres choses. Le livre était en vente dans une librairie de Montmartre en rayon avec un petit autocollant « Roman témoignage ». Mais aucune trace de contrat, aucun éditeur identifié, rien dans les bases de données. Comme s'il s'était publié tout seul. Je suis sortie de l'hôpital 2 semaines plus tard, affaiblie mais lucide. J'ai repris mon carnet et j'ai recommencé à écrire. Pas pour comprendre cette fois, mais pour continuer à survivre. J'ai tenté de contacter la maison d'édition Édition Mérisy. Ils m'ont répondu « Nous ne publions pas ce titre, nous n'avons jamais signé avec une autrice nommée Élise Duval. » J'ai insisté à envoyer la couverture, le code ISBN. Ils m'ont répondu « Ce code n'existe pas. » Et pourtant le livre est là dans ma main devant mes yeux, dans les rayons. Alors j'ai compris. Ce n'est pas un livre qu'on achète, c'est un livre qui vous choisit. Comme Paul l'avait dit, certaines vérités ne se laissent pas effacer. Et moi j'en suis devenue le témoin. Aujourd'hui, je ne suis plus la même. Je ne suis plus seulement Élise Duval, l'écrivaine brisée, la veuve silencieuse, l'ombre d'un passé disparu. Je suis celle qui a survécu à sa propre histoire. Celle qui a découvert que la mémoire est une matière malléable, que nos souvenirs peuvent être modelés, effacés ou réveillés par les mots. Je ne sais pas si tout cela était vrai. Peut-être ai-je imaginé le bar Saturne, l'homme au chapeau, les phrases codées, les manipulateurs de récits. Peut-être était-ce une construction mentale, une folie douce, un refuge de l'inconscient. Mais ce que je sais, c'est que l'écriture m'a sauvée. Ce livre, cet acte, cette décision d'aller jusqu'au bout, de ne pas fuir, de ne pas céder à tout changer. Et peut-être qu'il changera quelque chose pour vous aussi. Car vous, oui, vous qui m'écoutez là maintenant, vous portez aussi des souvenirs égarés, des silences non expliqués, des sensations que vous n'avez jamais pu nommer. Et si je vous disais que certains de ces fragments ne viennent pas de vous? Et si je vous disais qu'un mot lu au hasard, qu'un livre oublié sur un banc, qu'un titre entrevu dans un rêve peut réveiller quelque chose de profondément enfoui mais jamais éteint? Alors voici ce que je vous demande. N'arrêtez jamais de questionner votre histoire, de relire vos souvenirs, d'écouter ce que vous ressentez plutôt que ce qu'on vous a raconté. Et si vous avez un doute un jour, un seul revenez ici. Revenez m'écouter, me relire, me retrouver. Et peut-être qu'alors vous vous souviendrez vous aussi que la vérité n'est jamais figée, qu'elle est un roman toujours en train d'être écrit. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reconnu ou ce que vous avez oublié. Abonnez-vous, partagez, car peut-être que quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin de ces mots pour se retrouver aussi. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, ce que nous croyons être la fin n'est parfois que le premier chapitre d'une autre vérité